Donc, on va terminer par une petite conclusion qu'on va vous présenter conjointement avec Antoine. Et donc, je vais lui laisser la parole pour la première partie de cette conclusion. Oui, alors merci Morgane. Alors je vais essayer de vous résumer rapidement les avancées de ce projet qui a duré 3 ans et demi. Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est parvenu à décrire un peu plus finement les perturbations physiques des câbles électriques sous-marins en phase d'exploitation. Alors, ce qu'on a choisi d'étudier, nous, en termes de perturbations physiques, c'était les changements de nature de fond, donc le signal électromagnétique, également la température. On n'en a pas parlé durant cet exposé, mais ce qui ressort, c'est qu'il y a quasiment pas d'échauffement des câbles lorsqu'ils sont non ensouillés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont posés au fond de la mer. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de choisir des câbles de différentes configurations, donc ensouillés ou non, protégés ou non, et de différentes puissances. L'objectif était d'essayer d'avoir l'aperçu le plus large des perturbations possibles. Donc, comme vous l'avez compris, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait sur tous nos sites d'études. On a été soumis à quelques contraintes que vous rappellera Morgane. Donc, comme je le disais, concernant réellement les perturbations physiques, stricto sensu, on a pu voir que l'échauffement était négligeable sur 2 sites, dont le site de Jersey, dont les câbles transmettent un courant électrique à forte puissance. En revanche, on voulait essayer de mesurer ce qui se passe pour des câbles ensouillés sous plusieurs dizaines de centimètres de sédiments. Ça n'a pas pu être fait pour des raisons techniques, de difficulté d'accès en plongée. Donc la question reste posée pour ce type de câble. Et on sait que c'est un effet très localisé, mais encore faut-il aller voir de près ce qui se passe pour des câbles de plus grande puissance si possible, puisque on a quand même des invertébrés benthiques qui sont capables de vivre enfouis dans le sédiment sous plusieurs dizaines de centimètres parfois. Alors le résultat marquant en termes de perturbation, c'est le fait que les champs électromagnétiques mesurés, notamment les champs magnétiques, on l'a vu avec la présentation de Jean-François, génèrent des changements de signal très faibles si on les compare aux champs magnétiques terrestres ambiants. Donc, ce qui a été mesuré, c'est, on a dit, des perturbations de quelques nanomètres à une distance de l'ordre de la dizaine de mètres. Il a été mesuré des perturbations plus fortes, de quelques micro-Tesla à des distances, à une distance beaucoup plus rapprochée du câble, 2 mètres par exemple au SEMREV. On a un signal qui approche les 6 micro-Tesla. Donc, ça reste une perturbation dont l'amplitude est faible. Alors ça, c'est la perturbation physique. Ce qu'il faut aussi voir, c'est le niveau de sensibilité des espèces, puisqu'on a des espèces qui sont capables de détecter des changements de champ magnétique ou champ électrique très faibles. Alors, diapo suivante, s'il te plaît, Morgane. Pardon. Voilà. Alors, concernant l'effet récif, ce qu'on a vu, c'est que, comme ce qui était attendu, on a une colonisation relativement rapide de toutes les structures qu'on peut immerger sur le milieu. Par contre, les communautés d'invertébrés benthiques ici fixes sont distinctes en général de celles qu'on observe dans l'environnement naturel. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions à ce sujet dans le chat auxquelles on n'a pas encore répondu. On s'excuse, il faudrait une après-midi entière pour faire un peu le tour des questions qui sont vraiment intéressantes. Le point important là-dessus, c'est qu'il faut toujours bien préciser de quel référentiel on part. Si je prends le cas de Paimpol Breillat, on a comparé les communautés des récifs, des récifs artificiels à l'environnement naturel immédiat. Enfin, on s'est écarté de quelques mètres, 10 mètres du cap pour avoir cette référence. Si on était allé regarder la composition des communautés sur le plateau rocheux situé à quelques centaines de mètres, on aurait retrouvé l'essentiel des espèces qu'on a vues sur les matelas de béton ou les câbles. Donc, le gain écologique de l'effet récif, il est vraiment relatif et il faut pouvoir. On ne peut pas dire qu'on stimule, qu'on augmente réellement la biodiversité si on se place à une échelle géographique large.
Alors, le rôle d'habitat pour des espèces mobiles, il a été démontré, on l'a vu. Là encore, il faut essayer de replacer les choses dans leur contexte. Martial l'a précisé, Paimpol-Bréas, c'est un site qui est localisé à proximité d'un cantonnement à crustacés, dont le but est justement de maintenir un stock, une biomasse importante et de faire en sorte que ça essaime à l'extérieur. Donc, ça peut expliquer la fréquentation rapide de ces structures par les homards et les tourteaux. Dans d'autres environnements, comme des fonds sableux, là, l'effet peut être beaucoup plus significatif. Et puis, on a vu que, toujours pour les faits récifs, la communauté pouvait atteindre un niveau de complexité intéressant si on prend la peine de poursuivre le suivi pendant plusieurs années, ce qui est plutôt des signes positifs. Alors, encore une fois, on insiste sur le fait que on a suivi cet effet récif, mais la plupart du temps en absence de courant, en absence totale de courant électrique dans le câble, ou alors avec des puissances vraiment très faibles et très transitoires. Donc, là encore, le suivi à long terme est nécessaire, et puis surtout en période de fonctionnement réel des câbles. Voilà ce qu'on peut dire sur l'effet récif. Sur la diapo suivante, je voulais insister sur la perturbation électromagnétique, qui est vraiment les questions qui reviennent le plus fréquemment quand on parle de câbles électriques sous-marins, ce qui est normal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'origine du projet, on disposait vraiment d'un recul scientifique insuffisant, notamment pour tout ce qui touche aux expérimentations in situ, au suivi ou aux expérimentations in situ, et notamment pour tout ce qui touche aux invertébrés marins. Il y a eu pas mal d'études sur les poissons, notamment les salmonidés, mais beaucoup, beaucoup moins sur les invertébrés. Alors, dans le courant des dernières années, on a assisté à une augmentation assez spectaculaire des cas d'études dans le monde. Il y a, plusieurs pays se posent cette question-là, et ça a généré ça aboutit au fait que le corpus de connaissances, il augmente quand même significativement. Alors, un de nos regrets, c'est qu'on n'a pas pu faire de suivi in situ sur nos espèces modèles en réelle période de production électrique, mais ça offre des perspectives à court terme, hein, d'autant plus que les raccordements électriques des futurs parcs éoliens sont maintenant en cours de construction. Et par contre, ce qu'on a pu voir, c'est parce on a voulu privilégier vraiment une double approche, à la fois in situ et puis en labo. Bon, on a pu faire que des manips en labo, mais qui nous ont apporté des enseignements vraiment intéressants. Comme vous l'ont précisé Bastien et Aurélie, on a souhaité se placer dans des conditions vraiment contraignantes en termes de perturbations magnétiques, c'est-à-dire ça correspond à la présence d'organismes très proches du câble et pour des câbles de très forte intensité. Mais bon, ça permet comme ça de voir un peu les cas les plus critiques. Ce qu'on observe, c'est qu'on a un bilan contrasté. On n'observe aucun impact sur le comportement du homard, alors que on observe un changement d'activité chez la coquille. Donc ça veut déjà dire qu'on ne peut pas généraliser l'effet du champ magnétique à toutes les espèces d'invertébrés. C'est un premier point. Ensuite, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas parce qu'on observe un changement d'activité que ça va forcément générer un impact sur le maintien du stock de cette espèce. Donc là encore, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin encore dans ces manips pour regarder les effets sur le long terme. Là, on a vu qu'il n'y avait pas d'effet significatif sur des fonctions vitales de cette espèce, notamment sa capacité à se nourrir ou à échapper à un prédateur. Donc, c'est encore un paramètre à prendre en ligne de compte quand on veut regarder l'effet réel d'un champ magnétique. Il faut aussi considérer que la plupart des câbles, notamment ceux de grande puissance, seront soit ensouillés sous 1,5 m ou 2 mètres de sédiments, soit protégés par des enrochements sur plusieurs dizaines de centimètres. Voilà, donc ce qui laisse entendre que c'est bien d'appliquer des champs très forts pour, par exemple, détecter des seuils de détection, c'est essentiel, mais il faut aussi faut aussi essayer de se placer dans des conditions réalistes d'exposition aux champs magnétiques. Alors, diapo suivante, je voulais juste terminer sur le bilan du projet en insistant sur le fait que pour mesurer l'impact écologique d'un câble électrique sous-marin ou d'ailleurs n'importe quelle autre activité humaine, il faut essayer de regarder conjointement tous les aspects du problème.
à la fois les aspects qui peuvent apparaître comme des aspects potentiellement bénéfiques ou des aspects négatifs. Et bon, là-dessus, on a essayé de prendre en compte plusieurs types de perturbations, mais pas tous. Par exemple, les perturbations acoustiques en période d'installation des câbles, notamment sur des fonds rocheux, bah ça, on l'a pas regardé. C'est des choses à prendre en compte si le contexte écologique l'oblige. Pour ce qui est de l'échauffement, on a vu que on peut considérer que c'est quelque chose de négligeable. Pour l'effet récif, on peut considérer que l'effet est potentiellement bénéfique, mais encore une fois, tout dépend du contexte écologique qu'il y a autour. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet négatif lié, par exemple, aux effets, à la colonisation des espèces introduites, pour nos cas d'études en tout cas. Et puis concernant les champs magnétiques, je dirais que le bilan du projet, il laisse entendre que les impacts sur les organismes sont plutôt limités. On a des résultats plutôt rassurants. Il n'empêche qu'on considère qu'on n'a pas fait totalement le tour de la question, dû au fait qu'il y a plusieurs types d'espèces qui peuvent être exposées à ces câbles et qu'il y a des effets sur le long terme qu'il faut aussi prendre en compte. Et quant à l'effet réserve, on a vu aussi avec l'exposé de Nicolas Desroy que c'est pas quelque chose de trivial à mettre en évidence. Et sur notre simple site d'étude de Jersey, on voit que l'effet il était déjà contrasté selon qu'on s'intéressait plutôt au côté anglais ou au côté français. Donc là encore, ça mérite des études supplémentaires pour essayer d'avoir suffisamment de faisceaux de connaissances pour continuer à intégrer un risque ou bien l'écarter lors des suivis à venir. Voilà, j'en ai terminé pour le bilan. C'est un bilan très très rapide du projet et je laisse Morgane vous parler d'autres retours d'expérience. Merci beaucoup Antoine pour le bilan. Oui, effectivement, moi je vais vous présenter quelques retours d'expérience et voilà, quelques projections et perspectives pour la suite de la recherche sur ces sujets-là. Alors voilà, j'ai sélectionné 3 thématiques, il y en a d'autres hein, qui seront disponibles dans le rapport de synthèse. Alors sur la question des mesures in situ échantillonnage, donc vous avez vu tout au long de la matinée que voilà, qu'on a été beaucoup sur le terrain, beaucoup de mesures, beaucoup de suivi. Pour des effets qui sont, comme vous l'avez compris également, très localisés, donc qui ont nécessité des échantillonnages très précis en plongée. Alors, ça a été possible dans le projet. On ne vous cache pas qu'on a rencontré des difficultés, que ça nécessite bien souvent de pouvoir s'adapter. On est sur des sites au large, des sites un peu hostiles, avec des conditions de marée intenses. Donc, ça veut dire qu'on va identifier les coefficients les plus faibles, attendre l'étal pour les plongées. Donc voilà, pour arriver à la photo que vous avez en haut à droite, qui sont les conditions idéales pour travailler, eh ben, on est confronté bien souvent aux 2 autres photos, c'est-à-dire qu'on a des conditions météo compliquées et des fois des conditions de turbidité aussi qui ne nous aident pas dans le travail. Et c'est ce que Marine notamment vous a précisé pour le site du SEMREV. On peut rencontrer aussi pour ces suivis en plongée des problématiques de sécurité d'accès aux câbles, bien sûr, puisque ce sont des câbles qui, pour la plupart, sont sous tension. Donc, ça n'a pas été toujours le cas, comme vous l'avez bien compris sur nos sites. Mais voilà, ça pose aussi des questions d'accès pour les suivis. Donc, sur la suite, voilà, des choses à développer probablement. L'utilisation de ROV, donc c'est une utilisation qui a été testée, qui est utilisée sur le site de SEMREV, qui va nécessiter sans doute d'adapter les protocoles, comme l'expliquait également Marine, l'utilisation du ROV voilà, sur le hub par exemple, qui est une structure 3D assez complexe, ne vous permettait pas de voir la même chose qu'en plongée. Des problématiques de budget, bien sûr, pour l'investissement également, la mise en œuvre de ces outils. Et puis, on sera de toute façon soumis toujours aux mêmes conditions environnementales sur les sites. On ne va pas s'affranchir des coefficients de marée. Voilà, pour utiliser un ROV, il faudra qu'on soit dans des conditions où on a suffisamment de visibilité, des courants suffisamment faibles. Voilà, on reste soumis à ces conditions environnementales difficiles. Sur la mesure et les suivis in situ des champs électromagnétiques et de leurs effets sur les câbles de raccordement, on verra après qu'on va parler aussi d'autres câbles, mais sur ces câbles de raccordement, la préconisation serait, quand c'est possible,
d'essayer d'avoir le travail le plus côtier possible, puisque par définition, le câble de raccordement part du continent ou de l'île jusqu'au site EMR, et ça veut dire qu'on a des portions de câbles qui sont très proches de la côte. Donc, dans des conditions où on a peut-être moins de profondeur, voilà, plus des facilités d'accès. Donc, quand c'est possible, peut-être se focaliser sur cette première partie pour les câbles de raccordement. Donc, autre thématique, tout ce qui concerne les calendriers industriels et le développement du réseau de câbles électriques sous-marins. Donc là aussi, vous l'avez bien compris au cours de la matinée, dans le cadre du projet Species, en ce qui concerne les câbles EMR, on est plutôt resté sur des câbles de raccordement hors tension du fait de ces calendriers industriels. Et donc, on a aussi travaillé sur des câbles de connexion qui, eux, étaient sous tension. Donc, la suite, voilà, les perspectives pour pouvoir travailler sur ces câbles EMR alimentés cette fois-ci. Donc, 2021, à l'échelle de la des façades maritimes, 2021 voit le démarrage de la construction des parcs éoliens commerciaux, donc des parcs lauréats du premier appel d'offres en bleu foncé sur la carte. Mais du coup, à venir, on a aussi les parcs pilotes flottants voilà, qui ont eu leurs autorisations. Et en termes de projection sur l'éolien, voilà, on est à la programmation jusqu'au 7e appel d'offres. Donc voilà, on sait que rapidement, on aura de nombreux câbles alimentés avec des conditions environnementales et d'habitat différentes aussi qui nous permettront de tester beaucoup de choses. Et aussi le développement d'autres interconnexions de très forte puissance, notamment qui vont relier la France à l'Irlande et l'Espagne. Donc beaucoup de cas d'études. À l'échelle de parc, des questions voilà, qui se posent et qu'on n'a pas pu traiter encore puisqu'on n'avait pas ces parcs en service. La question des sous-stations électriques qui vont représenter une zone de concentration des câbles, puisque la sous-station en fait fait l'interface entre le réseau de câbles intra-parc et le câble de raccordement, donc une concentration des câbles à ce niveau-là. Et sur les câbles dynamiques, beaucoup de questions d'ailleurs qui ont été posées aussi dans le chat. On sera effectivement dans un câble en pleine eau qui ne sera pas ensouillé. Donc, effectivement, des questions sur comment faire des mesures sur ces câbles, quels en seront les effets. On sera sur d'autres espèces. Donc, ça nous ouvre aussi des perspectives sur les effets de ces câbles. Et troisième thématique voilà, que j'ai identifiée pour cette restitution, la mesure et les effets des champs électromagnétiques, donc, qui faisaient l'objet de cette seconde session de présentation. Donc, Antoine a rappelé, le projet a contribué à montrer la pertinence et le potentiel de précision de ces outils et des méthodes qui ont été développées pour caractériser les champs électromagnétiques à proximité des câbles et infrastructures, et que la vie marine sera sans doute soumise à des champs plus faibles que ceux qui avaient été appliqués jusqu'à aujourd'hui dans les expérimentations. Donc ça, c'est vraiment un résultat important du projet. Donc sur la suite, beaucoup de choses qui ont déjà été citées pour la plupart, davantage de mesures in situ. Voilà, on en avait très peu quand on a démarré le projet, on a pu en réaliser plusieurs pendant le projet, donc on avance effectivement sur la connaissance de ces champs réellement émis par nos câbles EMR. Se projeter aussi vers une standardisation de la valeur de champ, donc un peu à l'image de ce qui est fait pour la pression sonore. Aujourd'hui, en fait, sur les champs électromagnétiques, on n'a pas de standardisation. Donc, ce qu'on proposerait, c'est d'avoir une expression de cette valeur de champ rapportée à la puissance du câble et à une distance standardisée qui serait 1 mètre, qui est celle qui est utilisée aussi pour l'acoustique. Donc, les expérimentations in situ, voilà, en parallèle de ces mesures in situ qui sont très minoritaires aujourd'hui. Donc, ça a été effectivement rappelé par les différents intervenants qui nous donneront des réponses différentes qui vont permettre de s'affranchir de certaines contraintes de laboratoire, mais qui amènent aussi à des niveaux de difficulté supplémentaires. Ça veut dire qu'on travaille en mer. Ça veut dire aussi qu'on a du mal à contrôler tous les paramètres, ce qu'on peut faire plus facilement en laboratoire, et que du coup, des fois, on a du mal à extrapoler ou à conclure sur les résultats. Travailler aussi sur les espèces électromagnétosensibles, ça a été posé aussi comme question dans le chat sur, par exemple, les élasmobranches. Donc voilà, c'est aussi dans les projections et puis pourquoi pas imaginer à terme de disposer de seuils de sensibilité pour ces espèces. Et la perspective, les projections, vraiment ce qu'on doit continuer à faire, ce qu'on a commencé à faire avec le projet Species, c'est
avoir toujours en relation et en parallèle, en fonction de l'avancement de l'état des connaissances sur ces effets, d'y rapporter toujours un niveau de risque. Donc là, c'est un travail qui se fait notamment dans le cadre d'une initiative collaborative internationale, l'OS Environmental, où il y a une procédure de retrait de risque sur différents sujets. Et donc là, les champs électromagnétiques ont été traités par le groupe d'experts internationaux. Donc on a commencé par travailler sur les fermes pilotes, donc voilà, l'échelle de quelques machines. Et à cette échelle-là, le risque émanant des champs électromagnétiques a été identifié comme très faible. Donc là, maintenant, c'est se projeter plutôt vers les fermes commerciales. Et là, ce que les experts ont identifié, ce qui reprend les conclusions de Species également, c'est d'avoir plus de mesures in situ de ces champs électromagnétiques pour avoir une idée de ces valeurs et puis des effets de ces champs électromagnétiques. Donc c'est une procédure qui est en cours et qu'il faut vraiment conserver au fur et à mesure que le niveau de connaissance va avancer. Donc pour conclure, voilà, on vous a présenté beaucoup de choses, ça a été très dense ce matin, on n'a pas été exhaustif, donc vous aurez aussi beaucoup d'informations dans le rapport de synthèse qui sera disponible dans quelques semaines et qui fait à peu près 70 pages, donc c'est quand même un gros document avec beaucoup d'informations.